Allez, cette fois c'est pour de bon. L'audience, enfin, la cérémonie est ouverte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis Étienne Nicolo, maître de cérémonie de cette nuit de l'éloquence 2017. Mon premier rôle est de vous présenter le jury, sa présidente et ses membres. Donc je vais m'en acquitter avant ensuite que ne commence le concours. Donc le jury est présidé par Madame Chantal Federa, présidente du jury et accessoirement du tribunal de grande instance de Perpignan. Le jury est composé de M. Jean-Jacques Famille, procureur de la République, M. Nicolas Dorandeux, vice-président de l'Université de Perpignan via Domitia, maître de conférence en droit privé, M. Arnaud Trébillac, maître Trébillac, bâtonnier de l'ordre des avocats de la occidentale, maître Marcel Sus, professeur des universités en droit public, avocat, directeur de l'Institut d'études judiciaires. Mme Jacqueline Amiel-Donou, professeur des universités en droit privé, ancienne doyenne de la faculté de droit, ancienne avocate et sœur de l'épouse de l'animateur. Madame Christine Gavada-Bourna, directrice des études, maître de conférence en droit privé. Madame Vanessa Valette-Ercole, maître de conférence HDR, directrice de master. Monsieur Christophe Juel, maître de conférence HDR, directeur de master. Madame Karine Planès, il y a beaucoup de membres du jury. Madame Karine Planès, vice-présidente de l'Université de Perpignan via Domitia, maître de conférence HDR en droit privé. Madame Delia Coculé, directrice des greffes adjointe du tribunal de grande instance de Perpignan. Maître Raymond Escalé, avocat, chargé d'enseignement en droit privé. Maître Annabelle Poulet, communée. Maître adjoint de la ville de Perpignan, avocat. Madame la présidente et monsieur le procureur vont vous dire un mot d'accueil. Bienvenue à tous pour cette troisième finale du concours d'éloquence de l'Université de Perpignan. Bienvenue surtout aux finalistes, à ceux qui vont bientôt parler devant nous, et puis aussi bien sûr à toute leur famille, parce que je sais que pour les parents et les proches, c'est toujours un moment fort de voir celui ou celle qui est encore son enfant prendre la parole dans une salle comme celle-ci. Donc d'avance, félicitations à tous. Vous verrez le jury, s'il est identique à celui de l'an dernier, il est plutôt bienveillant. Donc, mais il joue son rôle, c'est-à-dire que vous verrez, lorsque nous rendrons nos décisions, en principe, nous les expliquons, nous les commentons et nous donnons des petits conseils, voilà, mais toujours avec bienveillance. Donc je passe la parole à Monsieur le procureur de la République, qui va prendre ses réquisitions, peut-être. Qui se lève, bien évidemment, comme il se doit pour un procureur de la République. Je suis aussi particulièrement heureux d'accueillir l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cette salle d'audience. Alors cette salle d'audience, c'est effectivement un lieu propice à l'éloquence. Mon voisin en est un des maîtres reconnus, puisqu'il a l'occasion très régulièrement, lorsque il défend des personnes qui comparaissent devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises, ou lorsqu'il défend les intérêts aussi des victimes, parce que ça fait partie aussi du métier d'avocat, eh bien il a l'occasion de développer l'éloquence qui lui est propre et qui lui est reconnue. Et je crois qu'à travers les quelques mots d'introduction qu'il a fait aujourd'hui, à la place du ministère public, puisque c'est un vieux fantasme d'avocat que de rejoindre cette place, eh bien à la place du ministère public, il a su effectivement parfaitement introduire ce concours d'éloquence au cours duquel vont entrer en duel, en voûte, un certain nombre d'étudiants de la faculté de Perpignan qui sont arrivés jusqu'à ce stade et espèrent bien évidemment voir aujourd'hui leur qualité d'éloquence consacrée. Alors, quelques mots de fin simplement pour leur souhaiter
de poursuivre leur parcours d'éloquence peut-être vers une profession judiciaire, profession d'avocat, profession de magistrat. Il y a un certain nombre d'années en arrière, j'étais moi aussi présent dans cette salle, non pas pour pratiquer un concours d'éloquence qui n'existait pas à l'époque, mais pour débuter ma carrière de magistrat, tout d'abord en tant qu'auditeur de justice et ensuite lors de ma première nomination en qualité de substitut dans ce parquet de Perpignan. Alors pourquoi est-ce que j'évoque ce parcours-là qui est le mien? Tout simplement parce que je suis issu du creuset de la fac de droit de Perpignan et donc tous les espoirs sont permis. Effectivement, on peut arriver en sortant de la faculté de droit de Perpignan à devenir avocat, à devenir magistrat, à devenir professeur de droit aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, ce concours d'éloquence est peut-être le premier pas, le premier échelon à gravir pour ensuite, bien évidemment, prospérer dans ces métiers juridiques ou judiciaires. Je vous souhaite donc à tous bonne chance. Je suis obligé de remercier M. le procureur pour les mots aimables qu'il a eus en mon endroit. Et je dois lui renvoyer, bien sûr, l'ascenseur, en lui disant que probablement que si le concours avait existé de son temps, il aurait peut-être gagné. Lorsqu'on m'a demandé d'être maître de cérémonie de ce concours d'éloquence, je me suis posé deux questions. La première, très simple, en quoi doit consister mon rôle? Les organisateurs m'ont expliqué, j'ai compris assez vite et je vais pouvoir m'en acquitter. La deuxième question était beaucoup plus sérieuse et peut-être beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que l'éloquence? Est-ce que j'en ai un échantillon que je pourrais montrer? Qu'est-ce que l'éloquence? Je ne me suis jamais posé la question. Alors je suis allé voir le dictionnaire. Et là, je suis allé être élocution. On n'est pas loin. Élucubration. Là, je suis allé trop loin. Et puis on a éloquence. Éloquence, façon de art de bien parler, d'émouvoir et de convaincre. Cela veut dire que, d'abord, l'éloquence, ça n'est pas une science, ça n'est pas une technique, c'est un art, que ceux qui le pratiquent sont des artistes. C'est déjà réconfortant pour ceux qui, aujourd'hui, rêvent de gagner ce concours. Mais l'éloquence, cela veut dire aussi, c'est la définition du Larousse, qu'il faut allier trois qualités. L'art de bien parler, mais aussi l'art de faire rire ou pleurer, et enfin, l'art de persuader, de convaincre. Et quand on n'a pas ces trois qualités, si on n'en a qu'une, si on n'en a que deux, ça ne marche pas. Puis je me suis posé la question de me dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une éloquence? Alors on peut devenir avocat, c'est évidemment la voie que je vais préférer, même si je ne prétends pas être avocat. Mais ensuite, on peut aussi devenir comédien, bonimenteur, escroc, voire homme politique. Et quand j'étais jeune, je voulais être éloquent. Et je me demandais ce que c'était. Donc je venais ici, et à cette barre, je voyais des anciens qui plaidaient. Et notamment un bâtonnier, et c'est l'anecdote que je veux vous raconter avant que le concours ne commence. Je vois un bâtonnier qui un jour défendait quelque jeune d'une vingtaine d'années, qui le défendait avec conviction, et qui soudain se dit: Monsieur le Président, messieurs du tribunal, ne dit-on pas, ce jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices, et prompt à être impressionné du vice, comme le disait Lacordaire. Oh, j'étais émerveillé. Quel à propos, quelle connaissance littéraire, quelle qualité fallait-il avoir pour sortir cette phrase à ce moment-là. Mais un mois plus tard, toujours dans cette même salle, ce même bâtonnier défendait quelqu'un d'une trentaine d'années. Alors que je ne m'y attendais pas, arrive cette phrase. Un jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices, et prompt à être impressionné du vice, et vous devez en tenir compte, Monsieur le Président, car, comme le disait Lacordaire, non, la deuxième fois, il ne dit pas Lacordaire, il dit comme le disait Bossuet. Je me dis, mais il y a un décalage, l'à propos n'y est plus. Est-ce Lacordaire? Est-ce Bossuet? Un mois plus tard,
À cette même heure encore, j'admirais ce bâtonnier et je le vois défendre plus de 50 d'années, tout à coup arrive cette phrase qui était totalement déplacée. Un jeune homme, toujours brillant à ses caprices et prompt à être impressionné du vice, comme disait Corneille. J'ai compris que ça n'est pas très sérieux. Mais la fin de l'histoire est encore plus savoureuse. Pélédante à ses côtés, devant la cour d'appel de Montpellier, chacun pour un prévenu différent, arrive bien entendu le moment où la phrase peut être prononcée et il la prononce. Un jeune homme toujours brillant dans ses caprices et prompt à être impressionné du vice et qui se tourne vers moi et me dit « Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Nicolo, soufflez-moi » Lacordaire, Bossuet, Corneille, je ne savais pas. J'habitais à cette époque-là, rue Rabelais. Alors je dis Rabelais. C'est ça, Rabelais. Je pense qu'on n'était pas en présence d'éloquence, mais en présence d'un système éculé qui ne pouvait convaincre personne. Alors, nous allons passer maintenant notre concours, et je dois vous présenter les concurrents, après que l'on ait remis sur chacun d'eux une fiche, dont j'ai tenu compte, bien sûr, pour la présentation, parfois en modifiant un peu ce qu'on me disait, ou en y ajoutant, ou en retranchant, quand c'était un peu trop osé. Alors, vous savez que chaque candidat va devoir s'exprimer sur un sujet. Il y aura les premières années qui vont donc traiter le sujet pour, contre, oui, non, puis ensuite les deuxième et troisième années, le master 1, et puis le master 1. Alors je vais présenter les candidats deux par deux, c'est-à-dire pour ne pas à chaque fois interrompre trop la distribution des prix qui aura lieu plus tard. Dans l'ordre de passage, la première concurrente est mademoiselle Anaïs Ami. Elle doit soutenir la thèse du oui à la question « Faut-il cultiver son ignorance ?» Chaque compétiteur n'y avait pas pris une fiche succincte, j'utilise les données, la concernant. Je sais donc qu'Anaïs Ami a 19 ans, qu'elle est issue d'une famille de juristes et qu'elle a donc saisi une voie toute tracée. C'est ce qu'elle m'a expliqué et que je connais. Elle veut devenir magistrate, personne n'est parfait, et elle manie l'humour en précisant dans sa fiche, donc je n'aurais jamais osé faire ce jeu de mots si elle m'avait fait elle-même, je ferai partie de la magistrature assise. Et ce trait me rappelle celui que j'aimais bien. J'avais mon frère qui disait les juges du fond, les juges du fond. Oui, ce sont ces juges qui ont une casque avec une petite loupiote dessus. C'est un peu ça, comme humour, que j'ai ressenti en lisant votre fiche. Et en face à vous, prenant le nom de cette même question, faut-il cultiver son ignorance, vous entendrez M. Cyprien Galland, lui aussi à 19 ans. Il est né au Moulin-à-Vent, où il a toujours vécu. Il s'est donc inscrit naturellement, carte scolaire oblige, à l'école, à l'université de son quartier. Il est en deuxième année de licence de droit. Alors, il se qualifie lui-même, c'est sa fiche. Je n'oserais pas l'inventer, de flemmard absurde et de stupéfiant contestataire. On verra par la suite si c'est ou non surestimé. Lui aussi peut être magistrat, malgré les défauts qu'il s'attribue, peut-être d'ailleurs en les minimisant. Écoutons d'abord mademoiselle Amélie. Prestigieux membre du jury, respectés contradicteurs, très chers auditeurs, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente, Monsieur le Procureur et tous les magistrats de ce tribunal de grande instance de Perpignan pour nous ouvrir cette magnifique salle des assises qui va contribuer à soutenir ma thèse. Parce qu'aujourd'hui encore, il me revient la lourde tâche de vous convaincre. L'enjeu est pour moi de vous faire mesurer l'importance d'une culture sans relâche de notre ignorance. Une culture sans relâche de notre ignorance, cela est important, car l'ignorance nous guette tous. L'ignorance est partout. L'ignorance est le lot quotidien de chacun de nous. Il faut reconnaître que les médias, la télé tout particulièrement, nous aident grandement à cela. Que dire des ch'tis je ne sais où? Il fut un temps où les physiciens ne croyaient pas au vide. Voilà une preuve qui aurait pu leur être éclairante.
C'est contre l'ignorance que nous cherchons à nous instruire, que nous cherchons la vérité, que nous cherchons à rétablir la justice en l'occurrence. Toutefois, l'ignorance s'impose à nous. C'est pour cela que nous prétendrons la cultiver pour mieux nous en défaire. Cultivons une saine ignorance. C'est là ce que je vais démontrer. En préambule, peine capitale pour une pratique qui s'inscrit à l'opposé d'une ignorance digne d'être cultivée. Je veux parler ici d'une tendance si fréquente à citer des philosophes, très souvent même pas lus. Nietzsche, numéro 1 des citations arbitraires. Nietzsche, première victime innocente du système. Nietzsche, cher contradicteur, n'est pas un couteau suisse. Cessons de l'utiliser à tort et à travers. Il s'agit, chers membres du jury, d'un joker que l'on vous brandit, le joker philosophie, pour faire état d'une prétendue culture. Cependant, le problème de ce soir est ailleurs, chers auditeurs. Malheureusement, l'ignorance est sans limite. C'est d'ailleurs ce qui explique que celui qui ignore ne le sache pas. Socrate nous l'a bien dit il y a déjà fort longtemps. Cultiver son ignorance, c'est revendiquer, à bon droit, un droit que nous avons tous et toutes ici présents, un droit à l'ignorance. Ce droit à l'ignorance, il ne faut pas le faire glisser vers ce qu'il n'est pas. Et je compte sur vous, chers membres du jury, chers juristes aguerris. Ce n'est pas un droit à l'inculture. C'est un droit de lutte individuelle ou collective, sociétale peut-être même, contre la généralisation de la culture. En effet, tous les étudiants ici présents peuvent témoigner que les épreuves de culture générale fleurissent dans tous les domaines. Il existe un véritable florilège de questions de culture générale. Quel est le nom du médecin dans le Cluedo? Comment, ou plutôt de quoi, se nourrissent les manchots? J'allais brûler une étape parce que c'est la question que j'ai trouvée dans une épreuve de culture générale dont je tairai la matière. Pour moi, à mon sens, la véritable question serait peut-être d'abord de se demander comment les manchots font pour se nourrir. Prenons encore un énième exemple. Épreuve de culture générale posée en juin 2016 au concours d'entrée à l'école d'infirmiers à Perpignan. Question numéro 4. Quel est le nom de Miss France 2012? Étant précisé par une petite astérix, le candidat qui parviendra à indiquer la région d'origine de la gagnante remportera 0,25 points. Qu'en pensez-vous? N'est-il pas légitime de ne pas connaître la réponse? Quant à ceux qui la connaîtraient, faut-il vraiment s'en vanter? Cultiver son ignorance, ce n'est pas être candide. Candide? Cultiver? Non, toujours pas. Eh bien, c'est la faute à Voltaire. Et je vois que certains, voire bon nombre d'entre vous, ne m'ont pas attendu pour cultiver leur ignorance. Cultiver son ignorance, c'est se détourner du préjugé vers la preuve. La preuve est la vraie preuve. N'est-ce pas là une des conditions essentielles de la justice, Madame la Présidente? Cultiver son ignorance, c'est encore désengorger cette petite salle des assises. Combien de crimes passionnels auraient été évités si des conjoints jaloux n'avaient pas recherché le constat d'adultère? J'ignorais qu'il serait absent aujourd'hui, mais disons-le quand même, simplement pour
permettre à Maître Vieira d'illustrer son talent en plaidant un divorce pour faute? N'aurait-il pas mieux valu qu'il choisisse de demeurer dans l'ignorance durant 2 ans en vue d'obtenir à coup sûr un divorce 237? Combien d'époux, seulement suspicieux cette fois, auraient préféré ne pas être rentrés à l'improviste et ne pas avoir découvert Madame X, la bien nommée, en galante compagnie sur son canapé? Oh, pardon, monsieur Galant, cher Cyprien, je tiens à préciser qu'à ma connaissance, vous n'y êtes pour rien. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous indiquais à l'instant que l'ignorance peut permettre de faire preuve de sagesse. Revenons-y un instant, car il y a un fondement international à cela. Un proverbe chinois dit que lorsque l'on n'a rien à dire, on utilise un proverbe chinois. Les 3 singes de la sagesse asiatique sont bel et bien muets, aveugles et sourds. Ils ont atteint l'ignorance. Choisir l'ignorance, c'est choisir la voie du bonheur. Pour être heureux, cultive ton ignorance plus que ta curiosité. Vous l'aurez compris, cher jury, l'ignorance est capitale. C'est pour cela que je vous demande de condamner monsieur Cyprien Galant à la culture de son ignorance à perpétuité. Je vous le demande au nom de tous les jurés ici présents. Anormalement nombreux, je vous l'accorde, mais la cause le justifie. Mais étant précisé, Madame Gavalda comprendra à la nuance, que je demande une condamnation à perpétuité, oui, mais une perpétuité réelle. Une perpétuité réelle. Je vais donc devoir céder la parole à mon contradicteur, le futur condamné, je l'espère. Mais avant cela, laissez-moi m'adresser à mon auditoire de ce soir, à mon cher auditoire. Auditeurs, auditrices, vos parents, vos grands-parents, vos professeurs vous l'ont souvent dit, parfois trop, je vous l'accorde. Mais pour l'avenir, soyez sages et cultivez donc une saine ignorance, je vous en prie. Je vous exprime enfin tous mes plus sincères encouragements dans cette culture qui, j'en suis consciente, n'est pas toujours des plus aisées. Mesdames et messieurs, il est l'heure pour moi de vous remercier pour votre attention et de vous souhaiter une agréable soirée. Ce soir en pensant que j'allais m'amuser, mais je vais me faire condamner à la culture de mon ignorance. Et en plus, je découvre que j'ai pas grand chose à faire là parce que je ne prétends pas vous faire rire, je ne prétends pas bien parler et je ne prétends pas non plus convaincre. Donc, tout d'abord, c'était une attaque un peu sournoise que de critiquer mon utilisation de Nietzsche. Mais j'ai lu Nietzsche. Et ensuite, Candide disait « il faut cultiver son jardin ». Merci. J'aimerais tout d'abord commencer par vous dire, parce que vous n'êtes pas sans ignorer le sujet, et vous n'êtes pas sans connaître la réponse que je dois donner, mais à cultiver son ignorance, vous lire un extrait de L'Appel de Pouillet, œuvre de H.P. Lovecraft sous le conseil de mon ami Mathieu. Et je trouvais que ça s'y prêtait bien. Nous vivons sur une île de place d'ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Un jour viendra où la connaissance nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres.
L'ignorance, c'est les ténèbres. Et ce nouvel âge de ténèbres en anglais, traduit en anglais, c'est Dark Age. En français, Moyen-Âge, c'est The Dark Ages. Corrélation sur l'obscurantisme du Moyen-Âge et sur la période qui est celle de l'ignorance. Je ne préfère pas cultiver mon Moyen-Âge et préfère évoluer dans le bon sens de l'humanité. Tout d'abord, pourquoi ? Pourquoi ce lien entre l'ignorance et le Moyen-Âge ? Tout d'abord parce que le clergé détenait le savoir, les livres. Les bibliothèques étaient dans les habits. La noblesse avait une culture forte parce qu'elle était éduquée par les clercs. Ainsi, le reste du peuple, le tiers-état, le peuple lui-même en fait, était condamné à l'ignorance. Il était condamné à suivre, sans cervelle, sans réflexion aucune, les directions des puissants. Et je vous conseille de lire le livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose, sur le savoir interdit. Nous avons perdu les écrits d'Épicure parce que l'Église considérait que ce n'était pas compatible avec l'existence de Dieu. Mais cette influence de la religion, eh bien je vais parler de Marx. Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Non pas que le peuple aimait bien se shooter à la religion, mais plutôt que la religion anesthésiait le peuple et l'enterrait petit à petit dans sa condition misérable de prolétariat, comme on la connaît aujourd'hui. La définition de prolétariat, c'est celle que voyait Marx. Pourquoi ? L'histoire nous l'a expliqué, et la culture de l'ignorance aussi. La révolution russe avait pour objet de libérer le peuple de l'oppression du tsar. Elle avait pour objet de libérer économiquement, socialement, intellectuellement et culturellement cette classe qui s'est vue oppressée. Je vais faire un raccourci, une généralité, un rapprochement un peu osé avec la Révolution française, qui elle était bourgeoise. Mais c'est évident pourquoi la Révolution française. Les bourgeois, ils avaient la thune, le pognon. Et avec le pognon, on s'achète des livres. Avec les livres, on détient le savoir. Ils détenaient une partie du savoir qui était légitime. Problème, on leur disait non, alors vous ne participez pas au pouvoir, vous ne participez pas au pouvoir, tandis que vous possédez les livres. Alors il y a eu la Révolution française. Je ne dis pas que c'est la seule cause évidemment, mais que ça y a joué. À propos de Révolution française, j'aimerais vous lire un petit texte, un petit jeu avec vous. Parce que Anaïs fait son petit discours, je fais mon petit discours, chacun dans notre coin, c'est pas très drôle. Donc j'aimerais bien faire un petit jeu avec vous. Je vais vous lire le début d'un texte. Et si l'un de vous connaît la réponse à cette question, quel est ce texte, vous levez la main et on va voir si vous savez. Vous gagnerez mon admiration éternelle, ce qui est une grande partie de moi-même, envers moi-même. Donc c'est un grand cadeau que je vous fais. Le peuple français, dès que vous savez, vous levez la main. Convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde. Personne ne sait. A résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables. Je me sens seul. Personne ne connaît vraiment la réponse. Monsieur qui passe avec votre caméra. Non. Afin que tous les citoyens puissent comparer sans cesse les actes de gouvernement avec celui de toute institution sociale. Ne me mettez pas un temps, s'il vous plaît. Vous, monsieur qui riez là. Vous ne savez pas. Non plus. Je vous donne un indice. Non plus. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quelle année? On n'apprend plus rien à cette jeunesse. Voilà ce que la culture de l'ignorance nous apporte. Alors c'est pas 1789, hein, c'est 1793. Une déclaration que l'on a choisi d'enterrer, par culture de l'ignorance, dans un fossé plus grand encore que celui des anges de la terre-réalité ou des ch'tis, je ne sais où. C'est la 4e République et la 5e République qui ont décidé d'enterrer cette déclaration. Dans leur constitution, c'est même pas mentionné. Et ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration précise le mépris et l'oubli des droits de l'homme. Celle de 89, non sociale et non humaine finalement, parle d'ignorance, de mépris et d'oubli des droits de l'homme. Nous pouvons voir en cela qu'en 93, on a compris que
ben, quand on se fout de la gueule des gens, ils comprennent et ils ne sont pas ignorants de ce fait. C'est le moment où le peuple reprend le pouvoir. C'est le moment où on comprend que la connaissance de nos droits et de nos libertés est à l'intérieur de nous. Spinoza dit que l'homme ne se croit libre que parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. Le libre arbitre n'existe pas pour lui. Tandis que quand je choisis quelque chose, je choisis de vous parler de Lovecraft ou des droits de l'homme, ben, c'est pas parce que c'est dans la bibliothèque, mais c'est parce que je sais de quoi il parle. C'est parce qu'il y a une raison. On s'est posé la question pourquoi. Connaître nous libère. Connaître les choses sur nous-mêmes et sur nos alentours, sur ce qui nous forme, nous libère. Et nous avons pu voir ça lors de mon dernier discours à propos de la socialisation. Ces droits, aujourd'hui, qu'en sont-ils? À l'ère de l'information, pardon, je me suis trompé, l'ère de la désinformation. On a parlé des médias, on n'en a pas assez parlé, ils sont parmi nous, les médias, on voit pas, mais les presse. Moi, j'aime pas vraiment les médias, honnêtement, parce que, non, je me sens obligé, je n'aime pas vraiment les médias du traitement qu'ils font de l'information. Vous connaissez le Gorafi ou pas? Le Gorafi, le journal satirique. Eh bien, enfin c'est une parodie de journal en fait, eh bien à l'international des fois, ils se trompent et ils confondent le Gorafi avec un vrai journal d'information pour voir à quel point en France on traite bien l'information normale. Et c'est aussi avéré que l'affaire des emplois fictifs du ministre de l'Intérieur, c'était déjà connu par France Inter. Et ils n'ont rien dit. L'accaparement de l'information, comme les moines au Moyen-Âge, ils accaparent l'information pour essayer de nous mettre dans un trou. Fait de mépris, et sans parler comment, ne pas parler des politiques. Le monsieur Emmanuel Macron qui fait la tête de tous les médias depuis un certain temps, que tout le monde aime bien, parce qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si vous lisez les programmes, mon père dit que ça ne sert à rien de lire les programmes, parce que de toute façon ils font ce qu'ils veulent. Et moi je dis qu'ils sont assez cons pour mettre dans leur programme ce qu'ils veulent faire. Donc, par exemple ici, une démocratie rénovée, allez lire. Emmanuel Macron propose d'abolir la République. J'invente rien. Il propose de retirer le pouvoir législatif du Parlement et le donner au gouvernement, à l'exécutif. Quand on voit ce genre de choses et qu'on comprend, on n'a pas besoin d'ignorer. On n'ignore pas, on comprend quand on nous dit ce genre de choses, qu'on se fiche de nous et que honnêtement, on essaie de nous rendre ignorants. On nous accapare l'information et nous nourrit à de la désinformation. Ça n'existait pas tellement la désinformation, à moins qu'on considère que la religion est une grosse machine de désinformation. Je ne vais pas me tâter sur ce terrain-là. Mais là est un problème. Et H.P. Lovecraft, il écrit en 1926 aux États-Unis. Et il parle de nouvel âge des ténèbres. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, le nouvel âge des ténèbres, c'est aujourd'hui, c'est évident. Je ne peux pas voir ça autrement. Cet âge de ténèbres, il est fait de mépris, l'oubli. Les nihilistes passifs, ceux qui étaient à la dernière fois comprendront, les nihilistes passifs sont les gens résignés. Et eux, ils choisissent d'oublier. Ils connaissent leurs droits, leurs libertés, choses qu'ils peuvent imposer à tous, parce que personne ne s'y opposerait à ce que les hommes soient libres. Et ils vont se mettre en position latérale de sécurité dans un coin, à pleurer un petit peu, et à nier ses droits de l'homme. Ils se plongent dans un nouvel âge de ténèbres. De l'autre côté, il y a ceux qui le méprisent. Des gens comme Emmanuel Macron, j'en passe, parce qu'il y a énormément de politique dessus, les lister tous me ferait perdre mon temps. Les médias, certains médias, je ne dis pas vous. Et eux méprisent ce genre de choses. Ce mépris, c'est la même chose que faisaient les moines, enterrer progressivement, nous nourrir à l'opium, nous anesthésier, nous faire perdre le sens de ce qui est ou pas nos droits. Après tout, connaissiez-vous la déclaration de 1793? Non. Enfin, j'imagine qu'on a cherché à vous la faire oublier. Beaucoup l'ont oublié apparemment. Et ces gens-là, Nietzsche, quand il parle de nihilistes passifs et de nihilistes actifs, il ne les met pas dans l'une des deux cases, il dit que c'est des criminels. Et ces criminels, et ces gens qui oublient, et ceux qui oublient et qui méprisent, sont eux contre lesquels il faut se battre. Et on se bat d'une manière, en se posant la question pourquoi les choses, pourquoi ce qui nous entoure, pourquoi on nous dit ça, qui nous le dit, pourquoi il est cette personne. La liberté ne vient que par la connaissance. La culture de l'ignorance, c'est vous remettre à eux. Je dis eux parce que je pense que vous êtes des gens bons. Très bien.
Et même si vous avez perdu, je vous donne quand même mon admiration éternelle. Merci. Nous passons maintenant à un duel entre les étudiants de troisième année de licence. La deuxième question sur laquelle ces deux étudiants pourront je disais que nous allions désormais passer à un duel entre étudiants de troisième année de licence. Et la question sur laquelle il faut se poser est la suivante. L'histoire est-elle éternelle? Recommençons. Giraud, Aurore Dieu, Tyrannon, Guillaume-Marie. Sur la fiche de Mademoiselle Dieu, il est indiqué qu'elle se prénomme Aurore, Claudine, Françoise, Julienne, Valentine. Alors, pour plus de curiosité, et à l'image de ma belle histoire, je vous propose de l'appeler Jacqueline. Jacqueline a 20 ans, elle est étudiante en troisième année de droit, et après s'être inscrite, dit-elle, par hasard dans cette faculté parce qu'elle ne savait pas quoi faire, je pense qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'elle ne savait pas quoi faire, c'est parce que dans les autres établissements universitaires, ces prénoms ne tenaient pas dans les formulaires d'inscription. Donc elle a trouvé une fac où on pouvait mettre tous les prénoms. Lors du dernier concours, elle a été éliminée en demi-finale. De toute façon, elle a progressé. Monsieur Guillaume-Marie a un père catalan et une mère espagnole, si ce n'est pas le contraire, je n'ai pas très bien compris. De toute façon, il a tout à craindre de l'indépendance de la Catalogne. Il a d'abord essayé des études de médecine. Il veut aujourd'hui être avocat fiscaliste et il nous dit « Je veux défendre la veuve et l'orphelin ». Le fiscaliste, pas beaucoup. Des finances et des banques. Alors, en qualité de médecin, vous auriez pu anesthésier vos patients. Aujourd'hui, je vous prie de ne pas nous endormir. Donc, on va donner la parole d'abord à Mademoiselle Andrieux, tout court. Stressé? Non. Ça fait une demi-heure que j'ai plus de salive, mais bon. Stressé et impressionné. Impressionné face au portrait de ces grands philosophes avec lesquels je me suis pas mal pris la tête cette semaine. Et puis stressé et impressionné face à ce jury qui pourrait presque refaçonner l'histoire de par le nombre d'années d'études et d'expériences cumulées. Je ne parle pas de vos âges, je ne permettrai pas. On me reproche souvent d'être trop bavarde. Je me fie déjà prévenir du dépassement de temps de parole aux phases de sélection. Là, je vous préviens, je ne suis pas venue pour être ici, comme dirait mon entraîneur de rugby. Alors, essayez de déloger un Mélenchon au débat présidentiel, je serai pareil. Avec plus de sérieux à présent, passez les remerciements aux organisateurs de l'AJT, puisque face à moi, rien d'autre que leur président. Cher auditoire, honorables membres du jury, et techniquement, amis contradicteurs, bonsoir. Bonsoir et merci d'être ici, venus en nombre, pour assister à l'ultime confrontation entre M. Maril et moi-même. Oui, car voyez-vous, chers contradicteurs, ça fait 3 mois que nous ne cessons de jouter ensemble. Premièrement, pour savoir si c'était drôle ou pas. Secondement, pour rendre compte de la maturité des avocats. Toujours en désaccord, tels Rousseau et Voltaire, ou plus contemporainement parlant, Chevalier et Las Palais. À croire que l'histoire se répète éternellement, n'est-ce pas? Voilà une belle analogie à ce qui nous amène ici, Monsieur Marine. Condamnés l'un contre l'autre, il est alors bien question de savoir ce soir si, d'après l'affirmation de l'historien Thucydide, à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'histoire est-elle, oui ou non, un éternel recommencement? Personnellement, je pense que oui. Bon, et aussi parce que c'est la thèse qui m'a été donnée, mais... Peut-être que pour cela, mon contradicteur vous dira que je suis défaitiste. Peut-être qu'il vous dira même pessimiste. Peut-être parce que oui, je pourrais vous dire que l'histoire est un éternel recommencement, de par l'exemple le plus symptomatique, le plus criant et le plus désolant de la guerre. La Première Guerre mondiale fut appelée la der des der. Pourtant, une seconde fut recommencée 20 ans après, cumulant 3 fois plus de morts. Malgré la mémoire, malgré les leçons, malgré les enseignements, la morale,
l'histoire, ces guerres perdurent aujourd'hui. Je pourrais encore vous parler des différents cycles économiques de Jouglar ou Kondratiev, mis en avant par l'économiste Joseph Schumpeter. Big up à Monsieur Eugène, professeur d'économie, terminal ES1, Mayol représente. Ah, je m'emballe un peu, désolé. Enfin. Oui, il existe bien ce phénomène d'alternance entre une phase d'expansion et une phase de crise au cours de laquelle la conjoncture économique se retourne brutalement. Une phase de dépression et une phase de reprise. 1929, la Grande Dépression. 1973, le choc pétrolier. 2008, la crise des subprimes. Bilingue. Eh bien, ces dépressions économiques, observées périodiquement au niveau de l'Europe depuis le XIXe siècle, menèrent même le plus défaitiste des économistes et philosophes du monde à décrire les crises comme des dispositifs historiquement inévitables. On parle de Marx. Dans le plus grand des scepticismes, alors oui, je pourrais bien vous dire que oui, l'on peut constater qu'il n'y a pas de progrès, puisque toute forme de barbarie demeure encore à ce jour, et qu'il est illusion de croire que ce qui s'est produit d'inacceptable ne se reproduira jamais, au nom d'une intelligence mûrie par l'expérience. L'histoire n'est en rien un parcours linéaire qui partirait d'un passé lointain obscur pour n'avoir gagné qu'en maîtrise et en grandeur. Car l'histoire, c'est la connaissance et le récit des événements passés. C'est des faits relatifs à l'évolution de l'humanité. L'humanité, l'histoire se rapporte à l'homme, aux sociétés. Et l'artisan de cette histoire, eh bien, ce n'est autre que l'homme. L'homme, un animal politique qui porte au plus profond de lui cette compulsion de concurrence et d'agressivité. Une compulsion qui est aussi bien à l'origine de tout progrès, ayant permis l'abandon de l'état de nature pour dominer toutes les autres espèces. Cette compulsion qui pousse au dépassement. C'est aussi cette compulsion qui est à la racine de nos pires abus, l'origine de toutes les bassesses qui font la misère morale du monde. Voilà pourquoi l'histoire ne fut jamais et sera toujours un mélange indémêlable de faits exaltants et d'atrocités. L'homme est un loup pour l'homme, selon Hobbes. Au centre de son code génétique d'être humain se trouve ce qui est moralement le meilleur et le pire. Et puis, avouons que nous serions un petit peu au chômage technique avec nos 46 ans d'études de droit si les hommes ne répondaient plus à leur passion, qu'il n'y aurait plus d'exhibitionnistes ou tout ça à arrêter. En ce sens, réside la loi de l'éternel retour, concept assimilé aux préceptes cosmicistes. Non, pas ceux du Grand Raël ou du Christ cosmique de Bucarach, rassurez-vous. Cette loi traite de l'histoire du monde, se déroulant de façon cyclique. Après plusieurs milliers d'années, une même suite d'événements se répéterait, et ce, sur le modèle de la rotation des planètes, des révolutions annuelles du Soleil et de la Lune, qui finissent toujours par reprendre leur position initiale par rapport aux étoiles. Héraclite et les stoïciens en conclurent alors que la vie de l'univers était périodique, passant éternellement par les mêmes phases, suivant un rythme perpétuel. Une substance demeurerait et seules des états pourraient changer. De la sorte, Thucydide précédemment cité, tout en tenant compte du progrès, pensa parallèlement que l'histoire dévoilait des lois récurrentes. Cycliquement, le progrès d'une époque laisserait place à une tendance au déclin provisoire. Ces lois qui agiraient de manière variable n'impliqueraient pourtant pas que l'histoire se répète. Non, ce ne serait pas qu'un mouvement uniforme et régulier, se décomposant simplement en croissance, apogée et déclin. Elle serait plutôt éternellement composée de données essentielles, sans schéma plaqué. Il y aurait certes des ressemblances entre les situations, mais chacune d'elles serait bien entendu différente. Si j'en ai perdu quelques-uns dans l'Assemblée, je suis désolée. Je ne tiens pas à ce que vous reteniez de moi quelque chose d'ennuyeux ou de pessimiste. Non. À l'approche des élections présidentielles, françaises, ce soir je veux être la présidente du parfait mélange entre l'optimisme et le pessimisme. Alors je vous invite, pour suivre ma réflexion, à prendre un peu plus de hauteur. Bon, mon amour, au fond, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Je crains que mon contradicteur ait un petit complexe d'infériorité à ce moment-là. Répéter, du latin repeto, signifie atteindre de nouveau. Ici, le but et le chemin y menant se doivent d'être continuellement identiques. Alors qu'il n'existe pas de traduction latine, à proprement parler, pour le mot « commencer ». Seul le mot « commencer » est traduit en latin par « cominitiare ». Il signifie le commencement, le début.
comme si le préfixe serait avait peut-être été ajouté dans le but de trouver un sens au mot commencer, lorsque cette action de commencement a lieu plusieurs fois. Le but ici étant bien le même, selon la théorie cyclique, mais les chemins y menant étant innombrablement différents. L'histoire avec un grand H et les histoires avec des petits H, c'est l'homme. L'homme, centre de toute préoccupation. Et l'homme, c'est la vie. Un roseau pensant, selon Pascal. Non, pas toi, papa, désolé, le philosophe. Incontestablement, l'homme est soumis au cycle de la vie, laquelle le mène indubitablement, irrévocablement, au but ultime, de la naissance vers le déclin. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière, selon la Genèse. Il y a de ces phénomènes contre lesquels on ne peut aller, un but ultime contre lequel on ne peut constamment lutter. À part en apparence, si on s'appelle Bogdanov ou Trump, et qu'on a les moyens de se faire des picousses de Botox tous les matins au petit-déj, mais bon, vu le résultat. Sans vouloir dénigrer cette espèce de secte, désolée parce qu'ils sont beaucoup représentés dans ma famille, oui, l'exemple même de l'enfant qui naît presque chauve, au vieillard qui le redevient. Oh, et à mon contradicteur, qui, soit dit en passant au détour d'une remontada spectaculaire, désolé pour l'accent LV3 espagnol, a voulu accélérer le temps en rasant sa chevelure aussi soyeuse et garnie que les sourcils de François Fillon. Un cycle de vie, un cycle humain, un cycle de l'histoire humaine. Je souhaiterais alors que vous imaginiez recommencer l'histoire, avec un grand H, mais les petites histoires aussi. Recommencer l'histoire de la vie, recommencer l'histoire de l'amour, recommencer l'histoire de son TD de droit des successions à 23h le dimanche parce que cette matière c'est de la... Désolée. Enfin, de voir le recommencement de toute chose comme un milliard de possibilités s'offrant à chacun d'entre nous. Car comme le dictait le juste dictateur, César, recommencer chaque contradicteur, ce n'est pas refaire. Oui, malheureusement, l'homme est homme, et il le restera toujours, quoi que l'on en puisse en dire. Il est toujours soumis à ses pulsions, il est toujours soumis à ses passions, et si l'on me dit que oui, il peut apprendre de ses erreurs durant sa vie passée, retient-il seulement les leçons dans ses vies suivantes? Sinon quoi, je n'aurais pu citer mes précédents exemples. Mais pas de déterminisme ici, non. Choisissez votre voyage, façonnez-vous. Faites des erreurs car cela vous est permis. Sauf dans un calcul de liquidation des successions, et oui, je suis assez traumatisée par la matière, vous voyez, hier j'ai eu partiel blanc, et j'ai souffert, ok? S'il vous plaît. Empruntez les milliers de possibilités qui s'offrent à vous, qui se dressent devant vous. Mais n'oubliez pas qu'à la fin, la destination restera la même pour tous. Et que, indéfiniment, eh bien, ce cycle perdurera tant que subsistera l'homme. Qu'un jour ou l'autre, quelqu'un après vous empruntera le même chemin que vous, fera les mêmes erreurs que vous. Et si l'on me dit que l'on ne peut revenir sur les progrès scientifiques faits, sur les avancées technologiques et juridiques, qui sont des choses quantifiables et irrémédiables, je vous questionnerai alors sur votre absolue connaissance de l'homme et de sa proportion à savoir et parfois même à vouloir régresser. Replacez l'homme au centre de tout car il est la clé de toute chose. Tout ça, il est la clé de toute chose et la question en fait demeure si nous arrêterons d'avoir des enfants alors que pourtant selon les femmes c'est la douleur la plus intense qui soit. Si nous arrêterons de manger du Nutella alors qu'on connaît le résultat sur la balance. Si nous arrêterons d'aimer alors que pourtant des fois ça fait un mal de chien et que selon Yael et Mel, les mecs qui sont tous nuls. Avec plus de sérieux, maintenant, il est temps de savoir si nous arrêterons de tendre la main à notre prochain parce que l'on a peur. Si nous arrêterons enfin toute mort inutile, au nom de la morale historique supérieure. Toutes les choses reviennent, éternellement, et nous-mêmes avec elles. Tout s'en va, tout revient. La roue de l'existence tourne éternellement. Tout meurt, tout refleurit. Le cycle de l'existence se poursuit éternellement. Tout se brise, tout s'assemble de nouveau. Éternellement se bâtira la même maison de l'être. Tout se sépare, tout se salue de nouveau. L'anneau de l'existence restera éternellement fidèle à lui-même. Ainsi par les Zarathustra. Merci. Mesdames, Messieurs, très chers membres du jury,
Mes chers amis étudiants, ma chère contradictrice, mes maîtres à penser présents dans cette salle, bonsoir. Avant de commencer mon propos, je voudrais remercier notre éminent maître de cérémonie pour cette éloquente présentation. Voyez-vous, après une telle description, on ne peut que décevoir ou se donner beaucoup de mal. Personnellement, j'ai opté pour la deuxième option. Ma captation de bienveillance étant proprement effectuée, revenons sans plus tarder à notre sujet, mais surtout à ma cliente. Il y a de ça une semaine, alors que je flânais dans notre belle capitale catalane, bien assis sur une terrasse de la place Arago, en essayant de capter les premiers rayons saisonniers, j'aperçus devant les portes du tribunal de grande instance de Perpignan une horde de journalistes déchaînés. Curieux de connaître la raison de cette agitation, je me frayais un chemin à travers cette meute de pamphlétaires. Et quelle fut ma surprise de voir qu'au tableau des audiences, la très célèbre Madame Histoire allait être jugée pour plagiat, délit de répétition et entrave de la vie. Sur le chemin retour, perdu dans mes pensées, je reçois tout à coup un appel d'un célèbre avocat pénaliste de Perpignan. Et au bout de cette voix, Maître Étienne Nicolo. Écoute, Guillaume, je t'ai vu dans les couloirs du palais. Cette affaire, je te la laisse. Tu as mon bureau pour la semaine. Conscient de la tâche ardue qui est alors la mienne, je décide de filer droit au cabinet. Pour la petite anecdote, j'arrive dans un bureau chaotique. Des dossiers partout. Des traces de café sur le bord de la table. Et même un paquet de petits lus à moitié entamés. Enfin bref, passons. Quelque temps après mon installation, arrive dans mon bureau un monsieur du nom d'Hérodote. Cet homme, c'est le fils de ma cliente. Il est très fatigué et infiniment nerveux pour le procès qui se tient aujourd'hui. Ma cliente s'appelle Madame Histoire. C'est une personne âgée, fatiguée par le poids des années. Ce genre de personne dont la blancheur des cheveux force au respect et à l'admiration. Madame Histoire est une personne de sobre, vêtue discrètement. Elle a les traits tirés par le temps. Elle courbe légèrement les chines et se tient solidement appuyée sur sa canne, par peur de tomber. Madame Histoire, elle est fatiguée, car son métier est de porter le monde sur ses épaules. Elle est une véritable mémoire, un monument à elle seule. Vous savez, ma cliente est coutumière de ces tribunaux. Elle a un passé judiciaire important, parce que l'homme l'a toujours malmenée depuis sa naissance. Elle a subi les plus ignobles maltraitances, mais aussi d'infâmes récupérations, qu'elles soient politiques, idéologiques, et j'en passe. Mais voyez-vous, Madame Histoire, elle a toujours été du côté des victimes. L'homme l'instrumentalise, et c'est elle qui en fait les pots cassés. Madame Histoire, vous savez, je me dois de vous le dire, elle a des faibles revenus. Elle a des faibles revenus. Elle est à l'aide juridictionnelle. Et même si je perds aujourd'hui, je serai rémunéré par l'honneur d'avoir défendu une telle cliente. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, elle n'en peut plus. Elle en a marre que l'on vienne constamment la déranger pendant ses parties de bridge à la maison de retraite. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que certains disent que l'histoire ne serait qu'un éternel recommencement. Alors je l'affirme, c'est faux. Bien que grabataire, ma cliente ne se répète pas. Elle ne radote pas. Elle construit le temps présent grâce au temps passé, tout en pensant au temps futur. Venons-en aux preuves, si vous le voulez bien. Voyez-vous, dans le cas présent, elles sont irréfutables, tant elles sont nombreuses. Vous prenez un recommencement éternel de l'histoire à travers vos propos, mais que faites-vous du propos? De l'évolution, de la mutation constante de notre monde. Trouvez-vous que ce dernier est le même qu'il y a 100 ans, qu'il y a 1000 ans ou 1 million d'années? Mademoiselle, ouvrez les yeux. L'histoire n'est pas un éternel recommencement. Prenez l'histoire de la faune. Elle nous prouve scientifiquement aujourd'hui qu'elle montre les signes d'un progrès dans la constitution des êtres. Les invertébrés précèdent les vertébrés. Et chez ceux-ci, les poissons sont les premiers. Viennent ensuite les reptiles, les oiseaux et les mammifères. C'est tout simplement l'évolutionnisme darwinien que l'on est en train de vivre. Scientifiquement, il vous est impossible de prouver que l'histoire est un éternel recommencement, tant la science est cartésienne.
Pourquoi croyez-vous que l'on parle d'une frise chronologique, symbolisée par une flèche et non pas par un cercle? C'est pour la linéarité, pour la continuité de l'histoire. Vous en voulez des preuves? Elles sont devant vous parmi nous. Le premier téléphone, Graham Bell, 1876. Le premier iPhone, Steve Jobs, 29 juin 2007. Progrès ou recommencement? La réponse va de soi. Le premier moyen de locomotion. Bon, là, sûrement, ça devait être le premier néandertalien avec un peu d'esprit qui a dû se dire le cheval c'est bon, mais peut-être que si je montais dessus, j'irais plus vite. La première voiture à pétrole, Henry Ford, 1908. Bon, je vous le concède là, c'est un petit peu plus malsain. Il a eu plus de mal à faire rentrer les chevaux sous le capot. Là encore, progrès ou recommencement? Je vous pose la question. C'est une évidence. Tout ça pour dire quoi? Que Madame Histoire est progressiste. Madame Histoire ne s'arrête pas. Elle ne recommence pas. Alors certes, elle fait parfois des erreurs, et ça lui arrive de se tromper. Mais en même temps, il faut dire qu'elle est très âgée, la pauvre. Le propre d'un recommencement, c'est également le fait de pouvoir revenir en arrière. Alors à moins que vous soyez amis avec Marty McFly et Doc, et que vous ne possédiez la fameuse DeLorean, matériellement, textuellement, il nous est impossible de dire que l'histoire est un éternel recommencement. Vous êtes dans le déni de tout à vouloir défendre l'éternel, que vous en oubliez l'essence même de notre vie, le réel. Toute chose naît et meurt. Et quand bien même vous prenez une répétition de certains cycles, à cela j'y réponds qu'il existe simplement de petites similitudes. Mais en aucun cas un recommencement éternel, tant les différences d'époque, de technologie, de mentalité et de personnes sont flagrantes. La croyance au recommencement éternel est une façon de nier les effets de l'histoire. C'est la caractéristique principale des sociétés archaïques qui refusaient d'accepter l'autonomie de l'histoire. Et c'est la paresse de l'esprit qui nous conforte dans un temps cyclique, car il est bien plus dur d'ouvrir les yeux et de remarquer que l'histoire n'attend personne, qu'elle n'a besoin de personne, même en Harley Davidson, et qu'elle avance sur une ligne droite, sans s'arrêter. Paul Valéry disait à propos de l'histoire que c'est la science des choses qui ne se répète pas. C'est une façon simple de rappeler que la succession des événements qui constituent ce que l'on nomme l'histoire humaine se présente comme un enchaînement sans retour. Les règles physiques, scientifiques, morales, éthiques de notre monde excluent que l'on puisse connaître l'avenir et reconstituer le passé par la simple connaissance du présent, comme pouvaient le croire certains Nietzsche et autres Eliade. C'est en ce sens que l'histoire, celle de la Terre, celle de la vie, et a fortiori celle de l'humanité, échappe tout à la fois au recommencement éternel. Si je vais dans votre sens, cela voudrait dire que vous vivez dans un état stationnaire, où chaque jour se répète éternellement, sans aucune progression. Pardonnez-moi, je bafouille. D'aucuns disent que ça m'humanise. Je jette un pont entre vous et moi. Donc si je vais dans votre sens, cela voudrait dire que vous vivez dans un état stationnaire, où chaque jour se répète éternellement. Si pour vous, demain est similaire à hier, à quoi bon avancer dans la vie? Et toujours en suivant votre raisonnement, quel futur voyez-vous pour l'humanité? Que les nazis remarcheront dans 100 ans aux portes de Paris? Que les franquistes reprendront le pouvoir en Espagne? Que votre vie, ou la mienne, ou celle de n'importe qui, avec ses doses de malheur intense, recommencerait de nouveau? Et en parlant de malheur, que l'on devrait réviser une nouvelle fois le cours de droit des obligations de Madame Plath? Alors j'ai discuté avec ma cliente, et Dieu sait qu'elle ne veut pas d'un recommencement. Mais après, je ne peux pas être sûr du futur à 100%. Ça, il faudrait le demander à une autre cliente à moi, qui est Madame Irma. Mais elle n'est pas là ce soir. Je suis certain que vous, esprits de lumière, gens de droit, ne seront pas de ceux qui graveront leur nom dans le marbre de la condamnation de Madame Histoire. J'aimerais rajouter quelque chose d'un petit peu plus personnel. À vous réfugier derrière une attaque basée sur mon physique, qui plus est sur ma coupe de cheveux, vous avez fourni en un instant la preuve irréfutable que vous êtes en panne d'arguments. J'en suis désolé.
Peut-être progresserez-vous dans le futur en vous inspirant de ma plaidoirie. Par conséquent, au vu des pièces fournies et des preuves irréfutables démontrant que l'histoire n'est pas un éternel recommencement, je vous demande bien de vouloir acquitter Madame Histoire. J'ai plaidé. Je vous remercie. Mettre d'accord ces deux candidats, on pourrait dire, pas de chemin de que l'histoire finalement elle bégait quand même, et que la cliente donc, de ce candidat, elle bégait toujours. Alors, vous savez, on est là, maintenant, on est au milieu du concours. Vous avez entendu les candidats des premières et deuxième années, les candidats de troisième année, nous allons attaquer les candidats du Master 1. Avant cela, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui montre qu'il est difficile parfois d'être éloquent. Je plaide dans cette salle pour une jeune gitane, devant un président vieille France, qui l'interroge et qui lui dit « Mais que faites-vous dans la vie ?» Il dit « J'aide mon père, j'aide mon père. » « Et que fait monsieur votre père ?»« Rien. » Donc, après ça, il est difficile de défendre ce garçon, et donc l'éloquence est parfois évitable. Alors, Master 1 maintenant. Le sujet, c'est la question, c'est à vaincre sans péril, triomphe-t-on sans gloire? Monsieur Romain Scande répondra oui. Monsieur Jean-Charles Rouxel, le maréchal, répondra non. Romain Scande est étudiant en Master 1, droit des affaires. Il mentionne sur sa fiche: je suis fan de la première heure de monsieur le professeur Moulet. J'ignore pourquoi il dit cela, dès lors que cet enseignant n'est pas membre du jury. Qu'à sa place, il me dit que je suis fan de la première heure de Madame Valétercon, de Madame Miedona. Non, monsieur Moulet, que personnellement je ne connais pas. Il veut intégrer, dit-il, le Master 2 DF et poursuivre dans une école de commerce. Il prétend, mais je n'ai pas pu le vérifier, qu'il a été président de l'association des juristes Narbonnais et avoir remporté le concours de plaidoirie Pro-Milon 2016. Je ne connais pas ce concours non plus, mais qu'il se méfie, le niveau des Pyrénées-Orientales est toujours supérieur à celui de l'Ordre. Jean-Claude Rouxel, le maréchal, est originaire d'Argelès-sur-Mer. Il le revendique. C'est vrai qu'il est originaire d'Argelès-sur-Mer. Jordi Barre y est né. J'ai passé ma jeunesse, donc je pense que c'est un atout dont le est énorme. Lui aussi, comme son adversaire, est en Master 1 droit des affaires. Il veut devenir avocat d'affaires et c'est lui. Tout à l'heure, je me suis attribué des phrases que vous aviez prononcées. C'est lui qui dit: pour défendre la veuve et l'orphelin, et compte tenu de ma spécialité, leur entreprise et leur portefeuille. Aujourd'hui, donc, il défendra la thèse du non sur le thème à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, je laisse la parole à M. Romain Scande. Honorable membre du jury, cher auditoire, bien-aimé contradicteur, chers supporters narbonnais qui avaient fait le déplacement jusqu'ici pour venir me voir plaider. Bien le bonsoir à vous. Ça y est, nous y sommes, la grande finale du concours d'éloquence. Jusqu'à présent, j'ai ouï dire par-ci par-là que j'avais marché sur la concurrence et sur mes contradicteurs comme Jésus avait marché sur l'eau. Et qu'en somme, je serai un dieu de l'éloquence. Néanmoins, mes très chers amis, ma profonde modestie m'empêche de vous faire dire cela. Je ne me considère pas comme un dieu, non. Je me vois davantage comme un empereur romain qui plus est. En effet, jusqu'à présent, je suis venu, j'ai vu,
J'ai du cul. Quoi qu'il en soit, grande est ma joie d'affronter ce soir mon compatriote et ami affairiste, Jean-Charles Maréchal. Jean-Charles qui, en plus d'être le sosie officiel du rappeur SCH, est aussi par ailleurs le major de notre promo. Monsieur le Maréchal, étudiant brillant, studieux, doué, jamais avare en question, ne cesse de pousser la réflexion et de nous faire profiter de ses lumières, aussi bien en cours magistral, mais surtout en TD. Il a par exemple obtenu 17 de moyenne en droit des sûretés. Le chargé de travaux dirigés, Romain, de son très beau prénom, s'en est ainsi retrouvé tout est bailli. Sachez en tout cas, chers contradicteurs, que je tremble un peu à l'idée de vous affronter. Moi, le moyen, face à vous, l'excellent. Je suis un peu David, et vous êtes Goliath. Néanmoins, à l'aune de notre sujet, je ne perds pas en mémoire cette parole d'évangile qui nous a été transmise. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Bouba. Me voilà alors revigoré, sans crainte du péril, à la recherche de la gloire, alors allons-y. Maréchal, nous voilà! Nous voilà aujourd'hui opposés l'un contre l'autre, l'autre contre l'un, dans un débat des plus âpres et des plus singuliers, à savoir une citation de Corneille, « À vaincre sans péril, triomphe-t-on sans gloire ». Comme tout juriste qui se respecte, commençons par la définition des termes du sujet. À titre informatif, je me baserai sur le litre. Qu'est-ce que le péril ? Il s'agit d'une situation dans laquelle quelqu'un est menacé, en danger, éprouve des difficultés. Qu'est-ce que la gloire ? C'est l'occasion d'une légitime fierté, d'un orgueil justifié, suscitant de l'admiration. Qu'est-ce que le triomphe ? C'est l'honneur, un succès éclatant, une victoire. Et enfin, vaincre signifie remporter, avoir l'avantage, surpasser, surmonter. Dès lors, tout d'abord, ce n'est pas parce qu'il y a péril qu'il y a triomphe. A fortiori, la présence du péril n'entraîne pas forcément la gloire. Ensuite, on peut vaincre sans triomphe, mais on ne peut triompher sans vaincre. Et enfin, la résultante, si l'on vainc malgré les périls, alors on triomphe glorieusement. Peut-on triompher sans péril ? De toute évidence, oui, mais ce sera sans gloire. C'est ce qu'on appelle les petites victoires de la vie. Arriver à faire un chiffre tout rond en faisant de l'essence, réussir un créneau du premier coup dans une place extrêmement serrée. Pour vous, mon cher contradicteur, ce sera peut-être arrivé à l'heure au cours de M. Moulin. Toutefois, peut-on réellement tirer de la gloire une fierté légitime, un orgueil justifié de l'admiration de toutes ces situations ? Eh bien non. Seul l'effort, la persévérance, les réelles difficultés, en somme, le péril, permettent cela. Jean-Charles, vous plaidez le non. Vous pensez ainsi que, sans péril, on peut triompher et être couvert de gloire. Je sens alors, telle une prémonition, que vous allez multiplier les exemples historiques, quelque peu tirés par les cheveux, afin d'en dégager un principe de vérité absolue. Peut-être m'opposerez-vous alors le cas de la Révolution française, la qualifiant ainsi de supercherie ou de triomphe sans péril. Néanmoins, mon cher ami, conclure de la sorte serait conclure de manière bien native et manquer affreusement de téléologie. Petit rappel des faits. Le 14 juillet 1789, 10h du matin, il faisait fort beau, 48 000 sans-culottes prirent d'assaut la Bastille, vide et gardée par moins d'une centaine d'hommes. Cette date marque la Révolution française, notre fête nationale. Je suis d'accord que les pauvres gardes ne représentaient guère péril pour les dizaines de milliers de révolutionnaires, mais est-ce vraiment ça la Révolution ? Non. La Révolution, c'est au préalable 100 ans de combat. C'est l'idéologie des Lumières qui naquit dès 1688. C'est du sang, c'est des larmes, c'est des mises au cachot. En somme, ce sont des hommes et des femmes qui, au péril de leur vie, se sont battus pour renverser un système et ainsi créer en Europe la deuxième glorieuse révolution. Vous l'aurez compris, il y a eu gloire parce qu'il y a eu péril. D'autres me rétorqueront que certaines têtes couronnées ont obtenu de la gloire de par leur naissance. Permettez-moi d'abord de vous poser la question, monsieur le maréchal. Pensez-vous réellement que cette fonction est un travail de tout repos ? Guerre, responsabilité, révolution,
guillotine, Louis XVI vous répondrait. C'est périlleux. Et même si l'on m'opposait le cas très marginal des rois feignants, qui, comme leur nom l'indique, ne firent absolument rien de leur règne, je vous pose alors la question. Ceux-ci ont-ils réellement connu la gloire? En effet, si je vous parle de Thierry IV, Clotaire III, qui ici connaît leur vie? Personne. Ne comptez pas sur moi pour vous la raconter, il n'y a pas de place dans ma plaidoirie pour les personnes sans gloire. Et même si de mauvaise foi vous veniez à m'opposer que, de par leur fonction, ils étaient pourvus d'une gloire certes relative, mais néanmoins existante, je vous répondrai alors que ceux-ci n'ont rien fait, que de ce fait, ils n'ont pas vaincu, et que de ce fait, ils n'ont pas pu triompher. Vaincre sans péril, ce n'est pas glorieux. Y avoir de la gloire sans péril, ce n'est pas un triomphe. Lamartine s'exprimait en ces termes: la gloire ne peut être où la vertu n'est pas. Ainsi, la gloire est la résultante logique d'un mérite. Et il n'y a pas de mérite sans péril. Par conséquent, la gloire est la récompense de celui qui affronte avec sagesse les plus grandes difficultés. En somme, si le péril permet aux sages de s'évertuer pour mériter les honneurs et la gloire, pour vaincre, il me faut alors déployer toutes mes forces et mon courage. Moi, Romain, je suis ici, ce soir dans l'arène, face à l'adversaire le plus redoutable, Monsieur le Major. Alors, dans cette situation, comme le disait un autre Corneille, peut-être plus contemporain, on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Par ailleurs, amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Je suis bien placé pour vous dire que l'amour peut mener à bien des périls. La beauté, pour sa part, peut sembler innée, mais il faut admettre qu'elle s'obtient au péril de quelques heures à la salle de sport. Néanmoins, tout ceci n'est rien par rapport au péril qui mène à la gloire. Comme le disait Jean de La Fontaine, aucun chemin de fleurs ne conduit à celle-ci. Mon cher Jean-Charles, je sais que tu ne plaides pas en convaincu. Je connais tes ambitions, c'est la raison pour laquelle tu vis bien des périls. Tu passes 15 heures sur chacun de tes TD, tu te couches extrêmement tard, au péril de ta santé, au moyen de litres et de litres de café, cigarette sur cigarette, mais je sais que tu y arriveras. La route est encore longue et les périls nombreux. Il y a d'abord les partiels, puis la sélection, le Master 2, je nous le souhaite. Suite à cela, le pré-capa, sans oublier les stages, premier pas dans la vie professionnelle. D'ailleurs, sache que tout travail mérite stagiaire, c'est bon à savoir, puisque tu veux être avocat. Et enfin, vient la gloire. L'horizon peut paraître lointain, le chemin sinueux et escarpé, mais c'est la seule voie qui y mène. Surmonter les périls amène une légitimité, laquelle est le fructus de la gloire. Chers contradicteurs, nous vivons nous-mêmes ce soir notre quart d'heure de gloire, ou plutôt nos 10 minutes pour être précis. Néanmoins, osez me contredire. Vous avez accepté pour composer votre plaidoirie de mettre en péril votre partiel blanc, de mettre en péril vos révisions, votre travail personnel. Vous avez fait le choix de ne pas venir à certains cours au détriment de votre semestre et peut-être de votre première place. Ne niez pas l'évidence. Sans ces périls, vous ne seriez pas là aujourd'hui à vous apprêter à plaider avec brio, comme vous allez le faire. Il n'y a pas de gloire là où il n'y a pas eu de péril. Mon temps est presque imparti, je me dois d'être bref. À vaincre sans péril, triomphe-t-on sans gloire. Deux choix s'offrent à vous, cher auditoire. Suivre mon contradicteur, à vos risques et périls, néanmoins cela ne vous conduira jamais au triomphe, et encore moins à la gloire. Ou alors, m'écouter, connaître l'effort, l'épreuve, la difficulté, et en sortir triomphant, peut-être même glorieux. Ne perdez pas à l'esprit cette célèbre citation de Confucius. La plus grande gloire n'est point de ne pas tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Quoi qu'en dise mon contradicteur par la suite, ne retenez qu'une seule chose. La gloire sans le triomphe est un triomphe sans gloire. Et un péril sans gloire vaut bien plus qu'une gloire sans péril. Mieux vaut alors périr sans triomphe que vaincre sans gloire. Je vous remercie.
bonsoir. C'est avec honneur et humilité que je me présente face à vous pour cette finale du concours éloquence de l'UPVD. Avant toute chose, je tiens à vous remercier. Vous remercier d'être tous présents ce soir. Merci à vous, chers membres du jury, pour votre implication, votre dévouement, votre sagesse qui seront ce soir entièrement à notre disposition. Organisateurs de ce concours, je ne vous oublie pas non plus et vous remercie pour ce travail de l'ombre ainsi que le choix de ce lieu. C'est en effet avec respect et estime, mais aussi une pointe d'appréhension que je m'avance ici, dans ce lieu mythique, inauguré le 3 novembre 1866 par son illustre président Picasse. C'est avec la même sensation, mais aussi avec admiration que je me tourne vers vous, cher auditoire, professionnels ou amateurs de droit, réunis au sein de cette salle où sont présents, vous l'aurez peut-être remarqué, 6 bas-reliefs à l'effigie de Jérôme Bignon, Charles de Montesquieu, François Fossat, Pierre Jamin et Jacques Detout. Ces hommes de droit, ces juristes, tout comme vous, avaient tous en commun 2 qualités essentielles. Ils étaient rigoureux et tolérants. Ces 2 adjectifs, rigoureux et tolérants, seront les maîtres mots de ma prestation. Car ici, il ne s'agira pas d'écraser mon contradicteur, mon adversaire, que dis-je, mon ami, mais au contraire de tenter de vous convaincre par un argumentaire clair, précis, choisi et solide, qui vous conduira en tant qu'être sensé à la seule réponse possible à la question qui nous est posée, à savoir, ce n'est pas le péril qui fait la gloire. Je me dois de vous avertir que ce débat ne sera peut-être pas tranché. En effet, cette question est issue d'une citation de Corneille, qu'il avait lui-même emprunté à Sénèque, l'illustre philosophe de l'école stoïcienne. Ainsi, il semble donc que je ne parte pas avantagé, puisque ce débat m'opposera à la pensée de mon contradicteur, mais aussi à celle d'illustres personnages de notre histoire. Cependant, je tiens à vous prévenir dès à présent du piège qui vous a été tendu, cher auditoire. En effet, mon contradicteur pense peut-être qu'il peut vous bercer d'illusions, tout comme ce couple de Perpignanais a pensé qu'ils pouvaient bercer leur nourrisson dans une machine à laver pour l'endormir. Je vous prie de ne pas tomber dans un tel piège, et dès lors, reconnaître qu'une victoire sans péril n'est pas pour autant une victoire sans gloire. Ainsi, la question qui nous est posée, vous le savez, est de savoir si une victoire sans péril est une victoire sans gloire. Ce que je crois et ce que je plaide ce soir, c'est la réponse négative. Et en effet, vous verrez par mes propos et mes exemples que ceci est le cas. Bon. Mais avant tout, il me faut faire quelques rappels concernant la définition et l'étymologie même de ces termes. Pourquoi un tel choix, vous demandez-vous? Eh bien, très simplement, parce que ce sujet, cette question, n'est ni contemporaine, ni issue de la pensée de Corneille. Et en effet, c'est Sénèque qui fut le premier, dans une lettre à Lucilius, à dire « Le gladiateur se croit déshonoré si l'on l'accoupe à plus faible que lui. Il sait qu'on vainc sans gloire quand on vainc sans péril. Et il en va de même de la fortune. » J'ai donc bien compris, et vous aussi je l'espère, que pour comprendre le sens véritable de cet adage, il faut se retourner vers son étymologie latine. Vous êtes prêts? Allez, allons-y, comme dirait mon contradicteur. Pour certains ici, le péril est un danger. On pense tous à l'expression « périlante », mais ce n'est pas le seul sens que l'on peut y voir. En effet, le mot péril vient du latin periculum, qui correspond à un essai, une tentative, une épreuve ou une expérience. Mais il pouvait aussi désigner, je te le concède, un risque, un danger, et parfois même dans le cadre juridique d'un procès, notion reprise par Cicéron lorsqu'il parle de judici periculis. Par ailleurs, je me suis interrogé sur la notion de gloire. Elle peut correspondre à la splendeur, à l'éclat de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est aussi la renommée, la célébrité, le prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. C'est donc un terme polysémique, difficile à appréhender, mais il me semble qu'Honoré de Balzac avait trouvé les mots justes pour la décrire comme étant le soleil des morts. Enfin, le triomphe équivaut aujourd'hui à une victoire éclatante de quelqu'un, à un succès décisif. Mais à l'époque de Sénèque dans la Rome antique, le terme triomphe est un terme bien particulier qui désigne le sort réservé au général romain qui avait remporté une grande victoire et qui consistait alors à une entrée solennelle dans la ville de Rome, monté sur un char, suivi de son armée, du butin et des prisonniers. Ainsi, il semble que pour répondre à cette question, il nous faut étudier, là aussi, chaque type de victoire, car il existe une pluralité de sens au mot victoire. S'agit-il d'une victoire militaire, d'une victoire sportive, d'une victoire personnelle, politique, ou encore d'une victoire au bras de fer? Prenons pour commencer le cas visé originairement par cet adage de Sénèque, c'est-à-dire le cas d'une victoire dans la Rome antique. On sait maintenant que le général romain était présent sur le champ de bataille, mais qu'il ne combattait pas en tant que tel. En effet, son rôle consistait alors à édicter la stratégie de combat adéquate et à l'appliquer par des signaux visuels ou vocaux. Je vois déjà le visage de certains d'entre vous qui sont déçus. Ils auraient voulu que le général romain s'illustre par une véritable prise de risque, par un véritable danger. Mais il n'en est rien. Pourtant,
Là, ici, le général recevait véritablement une gloire, et sans péril. Et encore aujourd'hui, lorsqu'un État, pour ne pas en citer, s'engage dans un conflit, qui prend véritablement les risques? Ne serait-ce pas les soldats eux-mêmes? Pourtant, en cas de victoire, qui viendra s'enorgueillir des retombées médiatiques favorables et des poignées de main à l'ONU? N'est-ce pas le président ou un des hauts fonctionnaires? Ainsi, il semble que pour reprendre le sujet des licences de tout à l'heure, le temps soit un éternel recommencement. Et tout comme les généraux romains rentraient à Rome en triomphant, aujourd'hui c'est à 20h à TF1 que le président reçoit le sien. Mais peut-être Romain va dire que la victoire militaire n'est pas la seule qu'il faut appréhender. Alors je me suis retourné vers les victoires sportives. J'ai repensé au combat de Mike Tyson. Dans un combat à Las Vegas, ce dernier couche son adversaire en 35 secondes, dès le premier round. La foule alors se déchaîne et est en furie. Pensez-vous peut-être que cette victoire était risquée pour lui? Je ne crois pas, et toi non plus. Alors reconnaissons-le, parfois une victoire sans péril est tout aussi glorieuse, car justement, l'exploit réside dans une victoire aussi large. Pour rester sur le terrain sportif, et plus particulièrement du football, vous vous souvenez peut-être de Diego Maradona, mais vous souvenez-vous de cette victoire qu'il a remportée contre l'Angleterre, où pour qualifier son équipe, ce dernier a délibérément marqué de la main? Il parlera plus tard de la mano de Dios, la main de Dieu. Mais cette victoire entachée de tricherie était pourtant glorieuse, et pourtant il n'y avait pas de péril. J'allais oublier Lance Armstrong et ses 7 titres de vainqueur du Tour de France. Il me semble, mais cela ne tient qu'à moi, qu'une fois dopé, le péril, le risque de ces épreuves est grandement réduit. Mais pourtant, ces 7 victoires furent un véritable triomphe glorieux pour ce dernier, jusqu'à bien sûr que la vérité ne le rattrape. Triste sort pour un coureur cycliste. Vous aurez donc compris qu'en matière de compétition sportive, la triche enlève tout péril à l'épreuve. Et pourtant, le vainqueur, lui, conserve la gloire. C'est donc un triomphe glorieux sans péril pour le tricheur. Et dans le monde de l'entreprise, qu'en est-il? Y as-tu pensé, cher Romain? En tant que membre du Master d'Art, l'oublier serait un blasphème, mais ce n'est pas grave, je suis là. En effet, dans le cadre d'une fusion d'entreprises, pour conquérir un marché, qui supporte véritablement les risques? Ce sont les actionnaires ou les salariés dont dépend le succès de l'opération. Pourtant, ils resteront dans l'ombre, et ceux qui viendront récupérer la gloire, ce seront les personnes morales dont on parlera le lendemain dans le Figaro. Ainsi, vous comprenez donc bien qu'il existe des victoires sans péril qui amènent tout de même un triomphe avec gloire. Et l'exemple nous est donné tous les jours, chers contradicteurs. Si je pense à la matière télévisuelle, prenons pour exemple la télé-réalité. Si l'on observe Secret Story, La Ferme Célébrité ou encore L'Île de la Tentation, on sait que ces émissions ne contiennent pas de péril, puisque tout y est strictement prévu, encadré par une Bible prévoyant le déroulement des journées. Pourtant, s'ils gagnent, s'ils sont victorieux, eh bien, il leur sera réservé un véritable triomphe glorieux. C'est donc bien qu'une victoire sans péril peut tout de même être un triomphe avec gloire si le public est prêt à en donner. De même, qu'en est-il des découvertes scientifiques faites par hasard, par sérendipité, diront les plus précis? Je vise par là la découverte du caoutchouc de l'américain Charles Goodyear. Par mégarde, un jour, il pose un morceau de latex recouvert d'une fleur de soufre sur un poêle à charbon. Le produit finit par s'enflammer et il le jette par la fenêtre dans la neige. Le lendemain matin, s'étonnant de voir l'objet, il le ramasse et constate une grande élasticité. Il exploite alors cette découverte et devient l'un des leaders du marché mondial du pneumatique, connu et reconnu sous le nom de Goodyear. Ne peut-on pas voir ici la victoire sans péril en triomphe tout de même avec gloire? Et c'est la même chose pour le LSD d'Albert Hoffman. Cette découverte ne fut pas périlleuse, puisqu'hasardeuse. Et pourtant, là encore, son nom reste l'un des plus glorieux dans ce domaine, justement parce qu'il a fait cette découverte. Mon contradicteur, pour reprendre la formule du professeur Picot, confond peut-être rigueur et rigorisme. Car ici, il ne faut pas être étroit d'esprit et l'affirmer comme ferait un mathématicien que victoire sans péril égale triomphe sans gloire. En effet, souvenez-vous qu'en tant que juriste, et je te le dis, les deux maîtres mots que nous devons garder à l'esprit sont la rigueur, mais aussi la tolérance. Pour conclure, j'aimerais faire la démonstration de mon propos de manière très pratique, en prenant pour ultime exemple ce concours. En effet, le combat, le débat qui m'oppose avec mon contradicteur est un exercice certes difficile, mais il ne peut valablement être qualifié de périlleux. Il n'y a pas ici véritablement de risque, pas de péril, nulle note est attendue, nulle appréciation, et le perdant ne sera pas congédié du master pour sa défaite, rassure-toi. Pourtant, encore ici, je suis sûr que celui de nous deux qui gagnera aura droit au triomphe et à la gloire de ceux venus pour le supporter. C'est donc bien qu'il y a des victoires sans péril, cause de triomphe et de gloire.
Finalement, il semble que tout l'intérêt de ce sujet réside dans la définition qu'on accorde à la gloire. Elle ne doit pas être confondue avec la fierté. La fierté est un sentiment personnel d'avoir correctement achevé, du mieux possible, la tâche qui nous incombait. La gloire, elle, n'est que le fruit du sentiment d'autrui à notre égard. Et elle ne reflète pas vraiment la difficulté, le péril qu'il a dû surmonter pour en arriver là. Souvenez-vous de Lance Armstrong, et dès lors reconnaissez tous, toi aussi Romain, que parfois, seulement parfois, une victoire sans péril peut être cause de gloire. Ce qui, j'en conviens, ne sera assurément jamais possible, c'est qu'une victoire sans péril soit cause de fierté, mais cause de gloire, cela sera toujours possible. Merci à vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde du milieu de la drogue est infiltré par les cyclistes et que malgré cela, la vente du vélo est libre. Donc on se trouve face à un véritable phénomène de société. Alors, nous arrivons maintenant au Master 2. Au Master 2 avec une nouvelle question essentielle. Au nom de la liberté, faut-il interdire toute forme de censure? M. Charles Bresson soutenira la thèse d'une réponse positive. Le curriculum vitae de ce concurrent indique qu'il est né à Belfort et qu'il a vécu avec sa famille dans de nombreuses villes un peu partout en France parce que son père était amené à travailler dans diverses villes de notre pays. Il s'est inscrit à Perpignan en Master 2 droit des affaires. Il prévoit de s'inscrire à l'IEJ et de préparer le précamat. Donc on va pouvoir juger aujourd'hui s'il est apte à la profession d'avocat. M. Benoît Saïdi soutiendra la thèse d'une réponse négative. Il est en Master 2 droit international comparé. Sur sa fiche, il est indiqué « Je mesure 1,99 m en précisant le bout pareil à l'OG ». Je ne sais pas à l'OG, mais debout, je ne suis pas sûr qu'il fasse 1,99 m. Donc, c'est une fiche qui nous laisse penser qu'il a dit un peu n'importe quoi. Il est écrit sur sa fiche, pour préserver l'ordre public, tout ce qui suivait a dû être censuré. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, ça a été censuré. Il est ainsi en accord avec la thèse qu'il va soutenir, il ne faut pas interdire la censure. Donc, M. Saïdi terminera les interventions de ce concours avant que le jury ne se retire pour délibérer. Et moi, je vous dis bonsoir. Chers membres du jury, chers auditeurs du public et chers contradicteurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être devant vous ce soir, car pour cette finale, le hasard a très bien fait les choses. En effet, le tirage au sort des sujets m'a octroyé l'honneur et le privilège de défendre les opprimés. Car la liberté, c'est le rêve de tous les opprimés. Depuis la nuit des temps, ceux qui ont dû courber les chines, ceux qui ont senti le poids des chaînes, ceux qui ont été maltraités ont tous, un jour, rêvé de liberté. À l'opposé, l'antonyme de la liberté, c'est l'oppression. Et l'oppression a toujours été le projet des dominants, des conquérants, des puissants. Pour mettre en œuvre ce projet, les puissants ont inventé deux outils redoutables. Le fouet et la censure. Et que personne dans cette salle ne s'y trompe. Derrière la censure, quelle que soit sa forme,
aussi douce soit-elle, se cache le fouet. Alors laissez-moi vous poser une question, à vous tous. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? Certains auront reconnu Jean Ferrat. Oui, la censure, c'est l'apanage des puissants. Ce sont les puissants qui veulent instaurer un ordre tyrannique, hypocrite et imbécile. Tyrannique d'abord, car les tyrans ne supportent pas la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Les empereurs romains faisaient exécuter ou chasser à coups de fouet les philosophes coupables d'ironie. Zola, sous la Troisième République, a été contraint à l'exil pour avoir osé dire la vérité à propos de l'affaire Dreyfus. Staline a fait fusiller un historien qui était pourtant bon communiste parce que ce dernier, dans son histoire de la révolution bolchevique, ne l'avait pas assez cité. Et actuellement, le président turc Erdogan fait jeter des centaines de journalistes qui lui déplaisent. La liste est encore longue. La censure, c'est la marque de la tyrannie. Voilà une première raison pour la refuser absolument. Ensuite, comment ne pas déceler immédiatement la tartufferie congénitale de toute forme de censure? Sous Napoléon III, Baudelaire avait été condamné pour son ouvrage Les Fleurs du Mal. Le philologue Ernest Renan avait été censuré parce qu'il avait osé dire une horreur. Il avait dit « Jésus, c'est un incomparable ». Quelle horreur! Et toujours à cette époque, le peintre Gustave Courbet, pour avoir peint l'origine du monde, avait été censuré parce que son tableau portait atteinte aux bonnes mœurs. Mais paradoxalement, la bonne bourgeoisie parisienne, dévotement fanatisée à l'empereur Napoléon III et qui n'en rate jamais une, se précipitait volontiers chez les courtisanes ou dans les maisons closes de Paris, ces dernières étant d'ailleurs internationalement réputées à cette époque. Ensuite, ils partaient par train entier à Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault, pour soigner leurs vérole et autres blénorragies. La censure est intrinsèquement hypocrite. Elle n'a que faire de l'éthique ou de la morale vraie. Elle ne sert que les intérêts du moment des puissants. Voilà une deuxième raison pour la refuser absolument. Enfin, l'imbécilité est consubstantielle à la censure. En 1633, le pauvre Galilée a dû subir les foudres de l'Inquisition car il défendait une thèse terrifiante appelée l'héliocentrisme. Finalement, il a dû se rétracter, mais la science et l'histoire lui ont donné raison. Donc voilà, non seulement la censure est imbécile, mais en plus ça ne marche pas. Revenons un instant à Napoléon III, car le Second Empire est une mine en matière de censure stupide. À la fin du XIXe, le polémiste Henri Rochefort avait publié dans son journal, La Lanterne, un article qui commençait ainsi. La France est un empire qui compte 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Stupeur, scandale, Rochefort est condamné, mais toute la France a ri, et l'empereur s'est ridiculisé. Une nouvelle fois, la censure a voulu frapper, mais elle a perdu. Je peux aussi vous parler du sénateur américain Joseph McCarthy, alcoolique notoire, qui scrutait scrupuleusement les films d'Hollywood pour voir s'il n'y avait pas un peu de communisme caché dans les images. Non, il n'y a pas de censure intelligente, ni raisonnable, ni subtile. C'est au contraire l'expression de la plus brutale subtilité. Voilà une troisième raison pour la refuser absolument. Tyrannique, hypocrite et stupide, la censure est décidément indéfendable. J'aspire à vivre dans une société libre. Je ne veux pas avoir sur les épaules un Gemini Cricket, fut-il en master droit comparé, qui vienne me dire ce que je dois manger, ce que je dois boire, ce que je dois lire, si je dois faire 5 fruits et légumes par jour, un produit laitier, du sport et compagnie, si je dois m'habiller, rentrer ma chemise, me tenir droit, etc. Non, je n'en veux pas. Et d'ailleurs, je n'en ai pas besoin.
Que tout le monde se rassure, je suis un grand garçon, libre et responsable. Car il faut le savoir, la liberté, ce n'est pas le culte du moi. Ce n'est pas la fin absolue de tout ordre. Ce n'est pas une licence ou un blanc-seing donné à un individu égoïste. La liberté, c'est d'abord et avant tout la responsabilité. C'est parce que je suis un individu responsable que je peux jouir de ma liberté. Et ma liberté, la liberté, c'est l'ordre. L'ordre, je le respecte précisément parce que je suis responsable et par là même, j'ai conscience que l'ordre, c'est le prix à payer pour être libre. Cela commence par la soumission aux règles de politesse élémentaires. Cela continue avec le respect de principes moraux immémoriaux et universels. Le refus du meurtre, le refus du mensonge, le refus du vol. Et cela se manifeste ensuite par le respect des lois qui sont faites précisément pour permettre la vie en société. Pour être des citoyens libres dans un pays libre, nous devons respecter les devoirs fondamentaux du citoyen. Le respect de la loi, aussi contraignante soit-elle, doit être appliqué sans faiblesse. Ainsi, le citoyen libre n'appelle pas à la haine, ne diffame pas et n'insulte pas. Cela n'empêche pas d'avoir des désaccords avec les autres citoyens. Je ne sais plus qui a parlé. Dans moins d'un mois, ce sera les élections présidentielles. Vous allez voter, vous ferez certainement un choix différent de votre voisin, mais vous allez le faire librement et pacifiquement. Et prenons un sujet plus polémique. Lorsque la loi interdit toute forme de propagande nazie ou révisionniste, ce n'est pas pour brimer la liberté, c'est au contraire pour bloquer les soubresauts de quelques illuminés et afin de les empêcher d'attirer à eux des esprits faibles et désabusés. Vous voyez, par là même, il y a des prétendues censures qui en réalité n'en sont pas. En effet, une société démocratique doit défendre et se défendre. Elle doit défendre les citoyens les plus vulnérables. Par exemple, qui, dans cette salle, osera s'exprimer contre la lutte faite à la pédophilie, à la fermeture des sites qui en font l'apologie, à l'interdiction des ouvrages qui en font la promotion? Ce n'est pas de la censure, c'est du bon sens. Les quelques énergumènes qui se vantaient d'avoir séduit de très jeunes garçons ou de très jeunes filles dans les années 70 se font bien plus discrets aujourd'hui, et je pense que personne ne s'en plaindra. Ensuite, la démocratie, elle doit se défendre. Et c'est ce qu'elle fait actuellement, sur la toile, en bloquant les sites qui font l'apologie du terrorisme ou qui expliquent comment faire des attentats. En agissant ainsi, la démocratie protège les faibles, les innocents, et au final, garantit la liberté. Je réitère donc ma question initiale. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où l'on n'est pas toujours du côté du plus fort? La liberté, elle est le fruit d'une construction séculaire, longue, lente et laborieuse. Nous, en tant que citoyens français, nous l'avons assimilée. Liberté, c'est même le premier mot de notre devise. Ce mot est gravé sur la façade de nos bâtiments publics. Nous passons devant, sans trop y faire attention. Peut-être en avons-nous un peu oublié la force, mais personne ici n'en a oublié le sens. Ce rêve de liberté, il a fait battre le cœur des hommes. Ceux qui étaient là avant nous se sont battus pour lui. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. C'est ainsi que se termine le chant des partisans. Peut-être viendra le jour où nous aussi, à notre manière, nous devrons la défendre. À chaque nouvelle époque, arrive une nouvelle génération de censeurs. Mais leur cause sera vaine tant que nous n'oublions pas tout ce que la liberté nous a apporté et tout ce qu'elle nous apportera toujours. Je vous remercie. Madame le Président, nobles membres du jury, estimé Charles, Mesdames, Messieurs, bonsoir.
Dans ce temple de la justice, où nous sommes les gardiens d'un idéal, où nous sommes les gardiens d'une conscience, la lourde responsabilité qui est la nôtre doit nous conduire irrésistiblement à une réflexion éclatante. Mesdames, Messieurs, avant de vous faire part de mon propos, je tiens à vous manifester mon bonheur absolu d'être là ce soir parmi vous tous. Mais Charles, attendez, c'est un jeu. Nous le savons, nous festoyons. D'aucuns diront, et mon estimé contradicteur ne s'en est pas privé, qu'imbécilité égale censure. Ils s'essaieront à l'art de rabaisser leurs prochains, à l'art de les déstabiliser, ou au risque de placer ce sujet à un niveau qui ne serait pas le sien. Je ne suis pas ange de Dieu. Tel est l'enjeu de ce merveilleux jeu qui fait briller l'ego par la mesure et le poids des mots pour nous autres, jeunes juristes, amateurs de jeux légaux. Puisque de l'ego nous parlons, Puisque de l'ego nous parlons, je prends une fois encore ce plaisir de construire et déconstruire les briques. Construire des fondations contre l'anarchie, tel est le vœu de notre auguste jury et dont j'accepte sans bouder mon plaisir l'apologie de l'anarchisme, Charles. C'est pour moi chose insoutenable dans cette enceinte. Si bien que derrière vous, Montesquieu a soupiré. Montaigne a froncé les sourcils et au fond de cette salle comble, Marianne a failli perdre son bonnet. Alors pardon aux 12 esprits rêveurs, après tout, qui n'a jamais été. Mais non, la liberté, mesdames, messieurs, n'est pas la réunion de l'infini des possibles. Pourquoi ? Parce que par une opération de logique élémentaire, le champ des possibles se heurte à celui de la nécessité. Défendre la liberté, c'est assurer son effectivité optimale. Défendre la liberté, c'est l'art de placer le curseur de manière subtile, là où l'équation permettra d'assurer une liberté maximale de l'individu, sans pour autant ménager le bonheur ultime de la collectivité. D'emblée, permettez-moi de vous confier qu'il vaut mieux sang sûr que sang incertain. C'est le censeur, sans frère, qui censure. Sachez que l'as de la censure ne prend jamais les escaliers. Il a peur de l'ascenseur. Drôle d'émotion de censure, n'est-ce pas? Article 49.3. Cher Manu, ciao, vous allez nous manquer. Bref, quel ascenseur émotionnel que la vie du censeur qui ne se transforme jamais en ascenseur. Désormais, le cœur léger, ma conscience apaisée, entrons dans le vif du sujet. La Bible nous enseigne, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Cet enseignement est peut-être le plus profond dans ce livre sacré, en ce sens que nul ne doit empêcher son prochain de vivre sa liberté dans l'amour, le respect et la fraternité. Un peu plus loin, dans le chapitre 10 des Corinthiens, nous trouvons « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » En ce sens, cette fois-ci, qu'il y aura toujours des individus qui vont vouloir faire ce qu'ils veulent, où ils veulent et quand ils veulent. Et cela pourquoi? Sous prétexte d'être libres. Ils vont même utiliser ce message pour justifier leurs propos inqualifiables. En somme, je dis avec un certain Blaise, qui n'est pas Matuidi, il y aura toujours des méchants. C'est pourquoi la liberté ne peut se vivre que par des personnes qui agissent avec un cœur sincère. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Nous tous, camarades étudiants, présents ce soir, sommes bercés par cette maxime depuis notre entrée à la faculté de droit. Cette maxime met un terme aux interprétations les plus extensives de celles et ceux qui abusent du droit et du caractère plus ou moins relatif de la liberté. À ce propos, Mikhail Bakounine, écrivain russe, affirme quant à lui le caractère absolu de la liberté par son infinité. Son ouvrage n'était guère épais, contrairement à celui de Tolstoï. Il disait à ce propos, allié à celle des autres, ma liberté s'étend à l'infini. Comment donner du crédit à une pareille théorie lorsque le même homme disait « Considérez le chien apprivoisé, implorant une caresse, un regard de son maître. N'est-ce pas l'image de l'homme à genoux devant son Dieu?
mais comme le dirait DSK en voyant une tache sur le haut de son pantalon, dans une pipe. Voyez par vous-même, les prétendus défenseurs de la liberté identifient celui qui prie à un chien. Mon école de pensée vous dira simplement, prie, prosterne-toi, agenouille-toi, mais ne contrains personne à le faire. Après tout, ce n'est pas un jeune homme de 22 ans qui apprendra la vie à ses aînés. Vous le savez tous, mieux vaut entendre la vérité qui dérange plutôt que l'illusion qui réconforte. Je préfère déranger plutôt que vendre votre dystopie, camarades. D'autres diront qu'il faut appliquer la liberté la plus totale et rendre la censure inexistante. Mais s'ils le disent, c'est qu'en réalité, ils veulent parvenir à leur fin personnelle, dans le seul et unique but de faire ce que eux veulent faire, sans se soucier de la collectivité. Pour ma part, je préfère vous dire que la liberté sera encadrée, mais que tout un chacun sera sur le même pied d'égalité. Comme l'écrivait l'inspirateur du journal Libération, si l'on se borne à écrire sur la liberté, on contribue à l'oppression. Car oui, nous pouvons opprimer totalement au nom de la liberté. Après tout, Dieu se rit des hommes qui pleurent des effets dont ils chérissent les causes. Ceux qui veulent la liberté la plus totale sont ceux qui crachent en l'air et affirment qu'il pleut. Pourquoi? Parce qu'ils laissent la porte ouverte aux fanatiques. Et ce sont les premiers à se plaindre lorsque ces derniers agissent, et je ne vais pas épiloguer sur ce sujet grave en vous évoquant de funestes moments ou citer de noms ou d'actes de la sorte dans une si belle enceinte. Grâce à la censure, force est de constater que certains aliénés peuvent être freinés. La censure permet de les identifier et de les faire surveiller de manière à ce qu'ils ne puissent pas commettre leurs méfaits sur la société. Il est donc impératif de nous pourvoir d'un filtre, d'une sorte de tamis, pour ne laisser passer dans la société ce qui ne nuit pas à autrui. Et puis, finalement, la censure n'est-elle pas une destruction créatrice au sens économique du terme? Les belles lettres persanes de notre si cher Montesquieu seraient-elles celles que nous connaissons aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la censure? Chers camarades, ne vous dressez pas face à elle. La censure nous oblige toujours à avoir de l'esprit. L'interdit donne de la saveur, mais la censure, quant à elle, elle donne du talent. Vous avez parlé des élections présidentielles. À quoi ressemblerait la course à l'Élysée s'il n'y avait pas la censure? Vous voyez par vous-même, nos concitoyens, et sans mauvais jeu de mots, ont déjà du mal à s'auto-censurer. Macron reçoit un œuf, Valls de la farine, Fillon se fait accueillir par des casseroles. Il manque le sucre et le lait, nous avons des crêpes. Sans la censure, les jeunes enfants pourraient voir n'importe quoi à la télévision. Déjà que nous sommes bien servis avec Hanouna. J'en ai vu certains esquisser un petit sourire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay ce soir en rentrant. Sans la censure, disais-je, les esprits les plus fragiles seraient exposés à des scènes choquantes, des scènes violentes. Ils sont en pleine construction de leur personnalité individuelle et sociale. Ils sont donc trop influençables. Il faut donc les préserver de tout cela. Continuons à les élever avec les traditionnels Disney. À ce propos, la censure ne me l'a pas interdit, qui porte un sous-titre Disney à dessin animé. Enfin, toujours est-il, on se scandalise volontiers dès que la liberté d'expression est entravée. On évoque à tout bout de champ l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais il faut lire l'article jusqu'au bout. Tout citoyen peut donc écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Mesdames, Messieurs, bannir la censure, c'est dérouler le tapis rouge à un grave délit, le racisme, à certains sentiments, la haine, à une causalité floue, la provocation, à des infractions bestiales, la violence, à une action honteuse, la discrimination. Inutile de vous dire que tout cela ne fait que créer un climat d'hostilité dans la société. Beaucoup trop d'individus croient aussi à tort que toutes les formes d'oppression font partie de la liberté d'expression. Mais c'est totalement aberrant. Ce n'est qu'un prétexte pour se cacher derrière la liberté d'oppression. Ne nous y méprenons pas. Tant que la censure sera debout, nous lutterons efficacement, tous ensemble, contre celles et ceux qui n'ont pas le cœur sincère pour jouir de la liberté. L'histoire, mesdames, messieurs, c'est une course de fond sans fin.
Et la censure, elle brave les décennies, elle brave les siècles et même les millénaires. Qui combat la vérité sera vaincu, dit-on. Cette lutte est grande. Continuons à bannir les paroles, les écrits et les supports audiovisuels les plus néfastes pour notre collectivité. Tant que l'état de droit subsistera, la censure perdurera. Madame le Président, chers membres du jury, vous me connaissez, je crois. Vous m'avez vu naître ici même, dans cette enceinte, juriste en herbe, balbutier quelques discours de mes aînés que j'avais fait mieux. Je ne suis que par l'imprégnation de mes mentors, de mes illustres. Comme vous le savez, ce soir, je me présente devant vous tous pour la dernière fois. Au départ, l'étudiant en licence, récemment bachelier, donnait tout ce qu'il avait à offrir. Sans doute était-ce très peu. Aujourd'hui, j'apparais avec en plus la lumière de vos enseignements, chers professeurs, et les effets de la sculpture sur la vie, de la vie sur la personne que je suis. Mais s'il est une chose qui demeure immuable, invariable, c'est bel et bien cette volonté éternelle de continuer à vous offrir tout ce que j'ai. Pour cela, je vous remercie, très chers organisateurs, Madame le Président, auguste membre du jury, mes chers parents, ma petite sœur, et vous aussi, camarade Charles, je vous remercie. Car en effet, cette extériorisation de moi, elle n'existe que grâce à vous. Merci et au revoir. Alors le jury va se retirer pour délibérer. Chers organisateurs, que se passe-t-il ensuite? Puisque je vois que l'heure a tourné, il faut que le palais se vide. Nous invitons l'ensemble de l'auditoire à rejoindre la salle des Libertés, donc qui est en centre-ville de Perpignan, juste derrière le Castillet, donc pour l'annonce des résultats, la remise des prix et le cocktail de clôture. Voilà, nous nous retrouverons donc à la salle des Libertés.